Radio check. Radio check. Loud and clear. Radio check. Loud and clear. Salut Lola, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, je suis très content de t'avoir sur le podcast. Ben moi aussi, c'est un plaisir. Ça fait longtemps qu'on en parlait, on s'est rencontrés dans la loge du GP Explorer. Exactement. Et on en avait parlé déjà à l'époque, je crois que c'était en septembre. Septembre l'année dernière. On a mis le temps, mais très content de t'avoir, on pourra discuter de tous ces sujets, ton actu, de tout ça. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Lola, j'ai 18 ans et je suis pilote en F1 Academy et en Lamborghini Super Trofeo. Du coup, pilote en F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo cette année. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours, comment tu as commencé et c'est quoi la route depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Là, on revient pas mal en arrière. J'avais 8 ans quand j'ai commencé. C'est mon petit frère de 4 ans qui commence avant moi par le karting. Donc nous, on habite juste à côté de Anneville-en-Bourville, donc là où Pierre Gasly et Esteban Ocon ont fait leur début. Et moi, je suivais mon papa, mon grand-père et mon frère tous les week-ends pour les petites journées karting sympa, quoi. Et puis pour Noël, mon frère a eu son premier casque peint, quasiment le même design que Lando Norris. À cette époque-là, donc en 2016. Et donc tout jaune, et moi le même, tout rose fluo. Pour de la déco, en fait, pour ma part. Et du coup, j'allais le dimanche avec eux, je me trimballais avec mon petit casque et tout, mais je n'étais pas du tout pilote. Et en fait, un jour, j'ai demandé à essayer. Il y avait un kart de loc avec le numéro 17, et moi je suis née le 17 octobre. Et j'ai fait une session, 2 sessions, et j'ai carrément kiffé. Et puis après, les choses sérieuses ont commencé. Mon frère, entre deux, a arrêté et est passé toujours dans le sport auto, mais sur les 2 roues, motocross. Et moi, j'ai continué. J'ai fait la Ligue de Normandie. J'ai fait ma toute première course le 28 juin, le jour de l'anniversaire de ma mère, à Anneville-en-Bourville. Et après, on a fait Ligue Île-de-France, des courses nationales, internationales, jusqu'à il y a 4 ans où il y a eu le step avec la monoplace. Ok, mais du coup, tu étais rapide direct quand tu as commencé à 8 ans? Parce que entre moi, juste monter dans le kart et... Franchement, c'était Comment pas vous avez mal. fait? Non, mais je veux dire, sachant que c'était ton frère à la base et puis que... Mais pendant un temps, c'était de nous deux. J'ai plein de photos de nous deux. Au tout début, on roule ensemble. Et en fait, le step, ça s'est fait assez naturellement. En fait, c'est devenu un truc que tous les week-ends, on faisait. C'est un truc que j'adorais. La semaine, j'en parlais tout le temps. À l'époque, il y avait les magazines Carte Mag. Je lisais ça à l'école, en récréation. Non, mais j'étais un peu... j'étais piquée dès le début, en fait. Moi, j'ai essayé beaucoup de sport avant, j'ai fait plein de choses. Mais il n'y a jamais... Il y a vraiment le sport auto, ça m'a... Tu sais, le fait d'être la seule fille, un peu d'impressionner mon père aussi, parce que il s'était toujours dit quand j'aurais un fils, mais pas quand j'aurais une fille. Parce que mon père lui-même faisait un peu de cartes en loisir quand il était plus jeune. Et il s'est jamais dit ma fille elle va faire du sport auto, tu vois. C'était même le casque, c'était vraiment de la déco. Donc oui, t'avais pas offert la combi quoi avec. Non. Et après j'ai récupéré une combi d'un autre pilote avec qui on était amis, et tout s'est enchaîné. Il y avait des grosses courses à cette époque-là que je faisais pas encore à Anneville, et on y allait. Mon oncle roulait dans la catégorie KZ aussi, donc je les suivais les week-ends. Et puis les premières courses, ça s'est vite enchaîné, hein. Je me rappelle de ma première course à Angerville aussi, en Ligue Île-de-France. C'est la ligue où il y avait le plus de niveaux. Et je me rappelle, au début, c'était des étoiles dans les yeux. Enfin, franchement, les départs et tout, t'as 30, 40 pilotes, mais c'est énorme. Quand t'as 10 ans, et j'étais vraiment la seule fille. Les 2 premières années, la seule fille sur que des garçons entre 10 et 14 ans. Ouais, je te demandais si c'était... du coup, ça devait détonner, quoi. C'était... tous les regards étaient braqués sur moi, peu importe
le résultat en fait. Ouais. C'était chaque petite amélioration, c'était une victoire. Ouais. Parce que, enfin, à cette époque-là, on commençait à discuter aussi pour que je rentre au Pôle France. Et donc j'étais pas mal suivie parce que les résultats comptaient énormément pour y rentrer. Et j'avais tout le monde qui me suivait, toute ma famille. Ça, c'est vraiment, on en parlera après, mais ça a été ma plus grosse force. Ouais. D'avoir toujours eu toute ma famille derrière moi, tout le monde. Et du coup, toute la trajectoire carte, parce que du coup, pour rentrer au Pôle France, je sais pas à quel point c'est pas évident, j'imagine. Tu dois avoir de la perf quand même, enfin, ça devait bien fonctionner. Normalement, c'est jugé en fonction des résultats Ouais. que tu fais en carte. Ouais. Ouais. Donc, il y avait le championnat de France féminin qui approchait. Donc, tu as un plateau de 30 jeunes femmes. Il n'y a pas de limite d'âge. Et Ok. moi, j'étais la plus jeune participante, donc j'avais 12 ans. Ouais. C'était ma première participation. Et c'était à la Ville-Dieu, sous la pluie, je m'en rappellerai toute ma vie. Et je fais vice-championne de France ce week-end-là, contre des nanas qui avaient... c'était leur 3e championnat de France, elles étaient hyper expérimentées. Ok. Ça a été, je pense, ce qui m'a ouvert les portes du Pôle France à ce moment-là. Ok. Je me rappellerai toujours de mon père qui me dit ce week-end, tu verras, ça va être décisif. Ah, c'est ouf. Et du coup, niveau matos, c'était comment? Comment vous faisiez avec ton père? Au début, c'était juste mon père et moi. Ouais. Donc, juste mon père, le mécano, le kart et notre remorque ensemble. Après, forcément, pour aller chercher la performance, Ouais. je suis rentrée dans une équipe qui s'appelle Trèfle Racing, Ouais. avec qui je suis restée jusqu'à mes premières courses à l'international. Donc, on a fait un bon bout de chemin ensemble. Et ouais, non, au début, c'était vraiment que Et ton père, il avait des notions de mécanique ou il a appris sur... Oui, non, quand même, ouais. Ok. J'ai eu moins de panne avec mon père qu'avec les équipes, quand même. Ah ouais. Justement, je veux te demander, donc, à ce moment-là, quand tu étais dans cette trajectoire-là vers le Pôle France, on va dire, c'était quoi tes inspi? Est-ce que t'avais des femmes que tu pouvais regarder ou c'était vraiment, il y avait c'était plus la F1 tu vois, comment pas tu... trop de jeunes femmes, en tout cas dans les catégories juste au-dessus de la mienne. Donc, Ouais. pas vraiment quelqu'un. Après, moi, je suivais un exemple masculin ou féminin. Tu sais, ça reste un pilote au final. Donc, c'est vrai que tu as des sports où quand c'est pas des sports mixtes, bon, bah, tu regardes... l'exemple que tu vas avoir, c'est l'exemple d'une femme pour une jeune fille, tu vois. Mais là, vu que c'est un sport mixte, moi, je dirais que ça m'a pas... Forcément, je pense que j'aurais aimé avoir un modèle pour un peu se rassurer, parce que tu as toujours cette incertitude de dire il n'y a pas de femme, à quoi ça sert quoi. Est-ce que je vais y arriver ou non? Mais au final, après quelques années, dans les premières années dans les courses à l'international, j'ai commencé à entendre parler de Sophia Flor, j'ai commencé à entendre parler de Tatiana Calderon. Donc quand même, à ce moment-là, tu as quelques jeunes femmes vers qui tu peux te tourner, mais c'est pas encore ça. Moi, ma première année d'F4, donc en F4 espagnol, je suivais les W Series. Ouais. Donc là, il y avait 20 femmes, mais c'est pareil, tu vois, c'était encore un cran au-dessus. Ouais, c'était pas hyper non plus... Enfin, à suivre, c'était pas non plus... C'était pas vraiment beaucoup mis en lumière encore à l'époque, le W Series. Pas du tout. Et puis, j'en ai même pas entendu parler les premières années, je crois. J'ai commencé à suivre les 2 dernières années, je dirais. Ouais. Ok, non, c'est une question que je voulais te poser, parce que du coup, c'est vrai que comme il y a peu de femmes, tu vois, il y a peu de filles, enfin, il y en a peu, tu vois. Quand t'es une fille dans les catégories où vraiment, tu sais, tu dois regarder, tu dois t'inspirer et tout, est-ce que tu peux le faire avec les mecs? J'imagine que oui, mais est-ce que tu avais une figure féminine? Sophia Florsch, elle était en F3 en 2018 ou un truc comme ça, ou en 2019? Je pense qu'elle faisait le step vers la F3, ouais c'est ça, je crois. Mais Tatiana Calderon, t'es déjà en F2. Oui. Ça fait un long chemin, tu vois, encore maintenant. Ouais, de ouf. C'est encore F2, loin. Ouais, carrément. Donc, quand t'es en carte, c'est encore très très loin Oui, ça t'inspire, mais la F2, c'est encore irréel à ce moment-là. Tu vois, c'est même pas un truc où tu te dis c'est possible. Et maintenant, justement... oui, mais à ce moment précis, pas du tout. Et justement, avec ton père, vous vous disiez quoi?
Par rapport à quoi? Bah, qu'est-ce que vous fixiez quand vous aviez des rêves, des objectifs? C'était quoi l'objectif de l'aventure, entre guillemets? L'objectif, c'était toujours d'aller dans les championnats où il y avait le plus de niveaux, Ouais. où il y avait le plus de pilotes engagés, pour vraiment voilà, se forger là où il y avait le plus d'expérience à en tirer. Ok. Clairement, j'ai appris vite aussi parce que les premières années de kart, c'était extrêmement dur. J'étais tout le temps on se battait pour aller en finale. Ouais. Donc tu te bats, tu as encore 37 pilotes devant toi. Ouais. Mais parce que c'était les premières années et que j'ai toujours été dans les championnats, comme la décision du championnat espagnol, pourquoi pas la F4 allemande, italienne, parce que la F4 espagnole, c'est celle qui avait... c'était un des championnats qui avait le plus de niveau, parce que l'Italie, c'est assez costaud aussi. Mais il faut du budget, non? Plus en Italie qu'en Espagne ou... Plus en Italie qu'en Espagne. Parce que je sais qu'en France, pourquoi t'as pas fait ici d'ailleurs avec la FFSA? En France, tu sais, on n'a pas fait le choix d'aller vers la F4 française parce que c'était, tu sais, c'est une académie, Ouais. donc contrairement à la F4 espagnole, italienne ou allemande, c'est vraiment des équipes. Et pour le futur, on sait que pour la F3 ou la Africa ou les championnats pour le step d'après, bah, c'était dans une équipe avec un ingénieur unique pour toi. Ouais. À la FFSH, c'est, il me semble, un ingé pour 2 ou 3 pilotes. Et puis, c'est tout le monde. Tu sais, tu peux pas régler la voiture comme toi tu veux. Ouais. C'est un setup pour tous les pilotes Ok. de la grille. Mais quand tu arrives en F3, c'est toi qui vas devoir régler ta voiture et c'est toi qui vas devoir dire en fonction de ton ressenti. Et je pense que j'aurais été frustrée de ne pas pouvoir faire ça. Ok, ouais. Parce que tu as des pilotes qui préfèrent le sous que le sur. Enfin, c'est bien sûr. propre à chacun. Mais moi, c'est un truc... tu vois, si tu travailles à fond. Tu ne fais pas en fonction des autres. Et tu es concurrent avec les autres. Tu vois. Ouais. Donc, c'est... je pense que, voilà... Ok. Moi, c'est ce que je voulais faire. Et pour le futur, je pense que ça m'a aidé. Ça te donne déjà une idée que plus tard, tu travailles avec ton ingénieur, seul. Ok. Et voilà. Ok, donc logique plus écurie versus académie. Comment tu faisais, parce que du coup, là, toi, tu as 18 ans, tu es hyper jeune. Comment tu faisais pour l'école et tout, quand tu étais en F4 espagnol? Parce que du coup... La F4 espagnole, c'était encore... je venais d'arrêter l'école au Mans. C'était quand, du coup? La F4 espagnole, c'est il y a 3 ans déjà. Ah ouais. 4 ans à la première année. T'avais arrêté l'école? Après la FFSA, j'ai fait 1 an à l'école à la maison. Ok, c'est ça. Donc le CNED. Ouais. Et après, j'ai arrêté. Trop compliqué de suivre avec le nombre de journées de test, les voyages, le simu. Impossible à suivre. Ok, d'accord. Ça a été... non, quelque part, j'avais plus le choix parce que... en plus, j'étais pas là aux dates du bac. Donc c'est frustrant de travailler pour même pas avoir son bac. Puis évidemment, la question était vite répondue. Oui. Bac ou la course, bon. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais, dans ma sûr. tête, c'était assez clair. Mes parents, ils l'ont accepté. Ma mère, un peu plus difficilement que mon père. Ouais. Mais honnêtement, ils m'ont fait confiance. Après, ils savent que je suis pas bête, quoi. Donc, Ouais. ils ont accepté. Mais même si je pense que pour des parents, c'est pas facile d'accepter ou de suivre ces choix-là. Tu vois, même en tant que parent, tu te dis, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une connerie? Donc, non, mais après, ça s'est fait... tu sais, moi, j'ai toujours dit que mon école, c'était sur les circuits. J'en ai beaucoup plus appris sur les circuits qu'à l'école. Parce que ça te forge pour tout. Le caractère, tu vas te prendre une claque un jour et le lendemain, tu vas recevoir une super bonne nouvelle. T'apprends à échanger avec des personnes qui sont plus âgées, qui ont de l'expérience. Pareil, mais moi, à partir de la 2e année de la F4 espagnole, j'ai commencé à trouver mes sponsors toute seule. Donc, aller démarcher des entreprises toute seule. J'avais 15 ans. Sur le coup, c'est quand même... faut vite apprendre à s'exprimer correctement, à maîtriser le sujet que tu viens présenter. Et tout ça, sans le sport auto, j'aurais jamais appris. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plus de mal à m'exprimer comme je le fais maintenant si j'avais pas eu toutes ces expériences dans le sport auto. Et idem pour le caractère. Ça forge un caractère, ça te construit. Parce que, en plus, l'école au Mans, j'étais la seule femme, enfin la seule fille.
être la seule fille, tu grandis avec... les garçons, ils avaient c'était de 13 à 20 ans, ou jusqu'au bac, 19 ans. Donc c'est pareil, tu te mélanges, t'apprends... Enfin, tu grandis beaucoup plus vite. Ouais, j'imagine, c'est un environnement L'internat, professionnel. j'ai quitté... je suis partie de chez moi à 11 ans pour aller à l'internat. À l'internat, je me retrouvais avec les autres sportives du Mans. Donc Ouais. j'étais quand même avec des filles le soir. Il y avait des nageuses, des boxeuses, Ok. des danseuses. Enfin, il y avait beaucoup de sports dans cet internat-là. Donc j'avais quand même une petite source féminine Ouais. le soir. Mais la journée, le midi, c'est qu'avec les garçons, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr que j'imagine que l'environnement, le fait que ce soit un environnement pro dans lequel tu fais bien plus que ce que les gens de 15 ans ou quoi font, tu vois. Donc, Mais il y avait un décalage à cet j'imagine. âge-là parce Ouais. que quand j'étais encore à l'école à Rouen, là où j'habite, je disais oui, mais je serai absente jeudi, vendredi pour aller faire du karting. Bon, c'est un truc qui est très compliqué à comprendre parce que c'était Ouais. pas encore. Ils pensaient que j'allais la piste de location du coin avec mon Ouais. cardiologue. Donc c'est vrai que c'était pas facile à expliquer et même pour les profs, les encadrants en face, c'était pas facile pour eux de comprendre. Et c'est là où le step des horaires ménagers, le sport-études, tout ça, c'était vraiment... Ouais, bien sûr. C'était ce qu'il Plus fallait, adapté, ouais. plus adapté pour... quand tu pars en course, le lundi au matin, il n'y avait pas cours parce qu'ils savaient qu'on rentrait des week-ends, qu'on était rincés. Ouais. Puis tu avais le temps de rattraper un peu les cours, tout ça. Non, c'était pas mal. Ça m'a bien aidé, surtout les années de cartes. Les dernières années, c'était bien chargé. Tu fais carrément pas les 18 ans, hein. Tu fais bien plus, hein, je te dis. C'est vrai que ça se voit que ça fait longtemps que tu es dans le truc. Parce que c'est vrai qu'on se dirait. Enfin, moi, à 18 ans, je m'exprime pas comme ça. Je suis clairement. J'avais d'autres priorités. Mais, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, on voit que voilà, tu as du vécu pro et tout. Enfin, c'est assez impressionnant, même. Du coup, j'avais une petite question. Est-ce qu'en tant que féminine, tu as été. Mais non, mais regarde dans le vide. Oui. Tu sais quoi, si tu rigoles, c'est pas grave. Du coup, Lola, je voulais te poser une question. Voilà, je vais expliquer ce qui se passe. On a un fou rire depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à reprendre. On a décidé d'être transparent parce que sinon on n'y arrive pas. Je voulais te demander, et on va répondre comme ça, c'est pas très grave, parce que c'est une question, voilà, c'est une vraie question. Est-ce que tu étais accompagné par une quelconque instance ou je sais pas, Par qui ? en tant que féminine, la FIA par exemple? J'ai fait le Girls on Track quand j'avais 14 ans au Castellet. Je crois que c'était la première ou deuxième année, je sais. Ouais. La deuxième, je crois. Donc c'était un shootout où il y avait encore l'étape du kart Ouais. sur la piste du Castellet. Ah ouais. Ok. Le petit circuit de kart. C'est pas grave. C'est logique. Oui. Et après, il y avait la partie sur le circuit avec les F4 de Winfield. Donc, c'était encore une sélection. Donc là, déjà, ils avaient réduit le nombre de filles qui étaient sélectionnées. Et après, il y en avait 5 qui partaient à Maranello. Il y avait une gagnante qui était avec la Ferrari Driver Academy. Ah d'accord, donc en fait, parce que tu vois, je n'avais pas en tête ce que c'était la récompense en fait, entre guillemets, ce que tu avais au bout. La récompense, c'était ça. Ah ouais, donc tu T'es pouvais... pris sous l'aile de la Ferrari Driver Academy. Et après, c'est quoi les débouchés possibles si j'avais... Ils te supportent dans les premières années de monoplace, Formule 4. Tu as tout le support là-bas, sur place à Maranello, pour s'entraîner physiquement, mentalement. Oui, donc c'est quand même... T'es très bien suivi. Hein. Normalement, t'emménages là-bas, etc. C'est costaud. Ok, et donc tu l'as pas eu? Moi, j'étais trop jeune pour passer le step de la monoplace. Ah donc, ouais. en fait, ça s'est arrêté au bout de 3 jours. Ok, ouais, d'accord. Pas passionnant, mais j'étais très déçue parce que j'étais une des plus vite. J'ai fait ça, cette sélection-là, j'y ai mis tout mon cœur. Ouais. Je disais à ma mère, c'est ma mère qui m'a accompagnée parce que mon père me stressait trop. Tellement ce truc-là, c'était un gros step dans ma tête. Et le soir, je disais à ma mère, non mais je vois personne d'autre en rouge que moi. Je disais comme ça. Je disais, il n'y aura personne et tout, c'est la guerre. Mais on m'avait prévenu qu'il y avait une chance, dû à mon âge, que ça
ça casse, mais j'étais tellement à fond dans le truc que moi, j'ai même pas voulu y penser ou me dire te fais pas trop de faux espoirs non plus. En fait, bah non, ça s'est pas fait. Et du coup, ils t'ont dit ça après ou enfin Bah non, après la sélection, en fait, tous les 2 jours, tu avais une journée où ils analysaient tout sur tests physiques, tests mentaux, tests sur le circuit, comment tu parles anglais. Il y avait des médias training, il y avait la façon de si tu parlais anglais ou non couramment, et si tu étais à l'aise avec les caméras, etc. Tout ça, ça rentrait en jeu. Et après, au bout de 3 jours, ils te donnent Enfin, t'as les filles qui sont sélectionnées. Et puis après, s'il n'y a pas ton nom, tu sais. Donc, on était 20. On est passé de 20 à 12. De 12 à 5. 5, c'était le step de Maranello. Il y en avait 12 en F4 au Paul Ricard et 5 pour Maranello. Après, il n'y avait qu'une gagnante. Quoi. Ouais, Et du coup... C'est une belle expérience quand même parce que c'est là où tu commences à te dire... t'as l'aspect physique qui commence à rentrer en compte, comment tu te comportes, tout ça. Donc, ils font vachement attention à tout. Même le matin, ils venaient... on était tous au même hôtel. Le matin, ils passaient discrètement, mais regardez ce que tu mangeais. Donc, je t'explique, là, tu prends pas la tartine de Nutella avec sa dépoussière dessus. Non, là, tu manges des pommes. Ah ouais, d'accord, à ce point-là, ok, d'accord. Non, c'est très... ils font attention à chaque détail, tu vois. Okay. Le soir, j'aime me coucher super tôt et tout. Ouais, t'étais observé, quoi. Ouais. C'était un vrai test, quoi. Ça fait de l'expérience, parce que, mine de rien, tu t'en ressors quand même... moi, j'étais super enrichissant comme expérience. Ouais. Surtout à cet âge-là. Y a pas, ouais, tu m'étonnes, t'avais quel âge ? 14 ans. Ah ouais, d'accord. Ok. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et la F1 Academy, l'année dernière ? Entre la FIA entre tes 14 ans et là, il se passe les 2 années de F4 espagnol. Ouais, ok. Et après, la F1 Academy, j'en entends parler au mois de novembre 2022. Ouais. Je suis en Inde, au fin fond de l'Inde, dans un championnat de prototype. Pendant 1 mois, je suis là-bas. Je survis, clairement. Ça, on pourra en parler. À quel niveau tu survis ? C'est-à-dire... C'était trop compliqué. Je suis partie 1 mois entier, toute seule, avec Célia Martin, une autre française. C'était la seule française. Après, c'était d'autres féminines, mais elles parlaient ou pas bien anglais ou pas français. Donc, il y avait un peu des... Nous, on était les 2 françaises. Donc, je suis blonde, j'ai la peau très blanche. J'arrive à l'aéroport. Là, je comprends tout de suite. En fait, non. Mon père m'a accompagnée les 5 premiers jours et il est reparti. Et il devait revenir les 5 derniers jours pour faire en fait les voyages avec moi. Et mon père, il m'a dit capuche, lunettes de soleil, t-shirt dans le cheveux dans le t-shirt. Et en fait, tout le monde était choqué de voir des Européens, des Européennes surtout parce que les mecs, ils avaient juste la peau blanche, donc ça choquait pas plus que ça. Mais ils viennent, ils font ça sur la peau, ils regardent. Ah ouais. Et c'est à ce moment-là que j'entends parler de la F1 Academy. Comme quoi la dernière course va être supportée en même temps que la F1, qu'il y a telle et telle équipe qui rentrent. Et puis, à partir de ce moment-là, c'était le but de le faire. Hein. C'était 100% l'objectif de rentrer dans la F1 Academy. Et puis, c'était juste une opportunité. Les circuits qu'il y avait, les teams, c'était que des bonnes équipes qui étaient à peu près... on va dire sur le même pied des salles, il n'y avait pas vraiment... Bon, après, on a découvert que quand même Prema était un bon cran au-dessus que les autres équipes, du moins pour l'année dernière. Cette année, on pourra, je pense, commencer à en déduire après ce week-end à Miami. Ouais. Mais ouais, non, c'était l'objectif à ce moment-là. C'était... La W Series venait de s'arrêter. La F1 Academy a fait surface. Donc je pense que c'était le bon moment. Puis j'étais pile poil dans l'âge. Au moins, cette fois, c'était sûr. Mais arrivé des petites péripéties au moment de signer le contrat. Donc ça, c'était quand même... c'était chaud. C'est passé quoi ? En fait, je rentre en contact... ART rentre en contact avec moi
J'ai fait 2 jours de simu chez eux, ça se passe bien. Mais derrière, j'ai MP aussi, avec qui je roulais en F4 espagnol, qui était un team concurrent. Et MP qui gagnait tout en F4 espagnol, qui avait de l'expérience en F4, contrairement à ART à ce moment-là. Et jusqu'à la fin, j'hésite et je prends ma décision. Je dis que je veux le faire avec MP. Et en fait, tu as le père d'une pilote qui arrive. Il restait plus qu'un baquet à signer, qui arrive et qui veut placer 2 filles. Et bon, il y avait certaines clauses dans le contrat qui étaient différentes et qui ont fait que le baquet me passe sous le nez à 1 mois de la première course. Mais non. Alors que j'étais partie à Dubaï pour signer le contrat, parce qu'à ce moment-là, il y avait... T'étais déjà là-bas quand tu l'as pris ? Ouais. Parce que il y avait le championnat UAE de la F4. Moi, je vais là-bas pour signer mon contrat et tout. Et en fait, j'étais en vacances aussi, hein, je ne suis pas allée que pour ça. Ouais. Mais on n'était pas du tout dans le même coin. Et j'y vais et je comprends bien que ça ne va pas se faire, quoi. Et là, à partir de ce moment-là, tu as toutes les discussions. Et c'est là où Campos est apparu et où j'ai signé avec Campos. Ça, dans le sport auto, c'est tellement fréquent. Mais pour le coup, pendant 3 jours, je dormais mal. Mais tu m'étonnes, attends, du coup, 1 mois avant la première course, alors que tu avais l'engagement et tout, mais tu avais déjà signé. Non, tu n'avais pas signé encore. Non, j'avais pas signé, mais il y avait des accords par mail, il y avait des promesses par mail qui avaient été faites. Moi, j'étais sûre à 100% que ça allait se faire. Wow, t'as dû pas être bien. Ah, c'est un moment où, tu vois, c'est là l'expérience. Pour cette année, c'était, tu vois, je savais ce que je voulais, voilà. Mais ça a été... c'est là où tu te prends une claque, tu te dis, bon, là, c'était pas sérieux. Pour les prochaines fois, je sais qu'un contrat, tant que c'est pas... Même quand c'est signé un contrat dans le sport auto, des fois, ça vaut 0. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a tellement de monde, c'est tellement un monde qui est super restreint, où il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, malheureusement. Et tu as tellement de monde derrière qui attendent. Tu m'étonnes. Il y a de l'argent, tout est possible, quoi. Voilà, il y a énormément de cases qui font... Des petits détails qui font que... Disons qu'un contrat, ça peut te sécuriser dans certaines situations, mais que... Mais qu'il y a toujours toujours un truc qui peut faire que... Ouais, non, vraiment, c'est... Pas sûr, quoi, tu vois. Bon, du coup, tu t'arrives à la F1 Academy, du coup. Est-ce que juste avant qu'on en parle, tu peux nous expliquer ce que c'est la F1 Academy ? Ok. Donc la F1 Academy, c'est un championnat qui a été créé par Suzy Wolff, la femme de Toto Wolff. C'est un championnat qui a été créé donc, pour les femmes uniquement, pour promouvoir le sport auto féminin. Ouais. Et pour vraiment faire ce step pour se rapprocher un maximum de notre rêve en tant que jeune femme, qui est la Formule 1. Ouais. Donc c'est un championnat avec des voitures Formule 4. Il y a 15 féminines qui peuvent y participer. Il y a 5 équipes différentes, donc 3 féminines par équipe. Et en fait, depuis cette année, l'année dernière, c'était pas le cas, mais on est présente sur 7 week-ends en même temps que la Formule 1. Okay. Donc, on les a suivis à Jeddah il y a 1 mois, la Miami. Ouais. Après, on fait Zandvoort et Barcelone, qui sont les 2 seuls en Europe. Ouais. Après, on a le Qatar, Singapour et Abu Dhabi, en même temps que la finale de la F1. Donc, ça va être juste dingue, je pense. Ouais. Donc voilà, pour résumer, c'est pour donner une opportunité aux jeunes femmes de se rapprocher encore plus de la F1. C'est vrai que c'est incroyable de voir que ça peut être jumelé en fait. J'imagine que, je sais pas, j'allais te demander justement, toi quand tu es dans la voiture, il y a du monde, donc il y a du monde qui doit être là, ça doit être... Pour la petite anecdote, le premier du coup qu'on a fait avec la F1, c'était à Austin l'année dernière, parce que la dernière course de notre championnat l'année dernière, c'était en même temps que la F1. Sinon, les autres courses, c'était pas en même temps. On a fait en même temps que le DTM, on a fait en même temps que le WEC à Monza, que l'ILMS. Mais la F1, c'est encore un step au-dessus. Et en fait,
on arrive à Austin, on roule jeudi et vendredi en essai libre et en qualif, la première qualif. Et en fait, le samedi matin, on sort. Nous, on était les plus tôt. Ouais. Ça, ils adorent. Nous, on se lève à des heures pas possibles les week-ends de Formule 1. Et en fait, je sors. T'as la montée du premier virage. Ouais. Et là, tu vois toute la pelouse qui est à droite, Ouais. le gradin, la tribune dans la ligne droite et tout le haut du premier virage, noir de monde. Ah ouais. Et là, tu te dis, waouh. Ça va être fou. Moi, j'avais jamais vu un circuit où, quand je roulais, c'était full, les tribunes, les espaces, l'herbe et tout. Il y avait du monde partout. T'avais des drapeaux, tout. En fait, c'est un truc de fou, mais toi, tu restes dans ta bulle, etc. Et le tour de sortie et le tour après le drapeau à damier, en fait, tu regardes, t'es là. Ouais, ça va être fou. Tu te dis, t'es dans ta petite voiture, tu regardes le tour de... Non, mais c'est vrai, je t'assure, tu te sens tout petit. Ouais. Et tu regardes autour de toi, c'est après le drapeau à damier, tu vas pas vite, tu regardes et tout, c'est un truc de malade. Enfin, tu te dis, c'est un rêve de gosse de te dire, tu roules, et au même moment, il y a, je sais pas, peut-être 150 000 personnes qui ont les yeux braqués sur toi. C'est génial. Bah, c'est aussi c'est aussi ce qui est vraiment, enfin c'est surtout en fait même ce qui est cool avec cette série là quoi aussi. C'est que le fait que ce soit jumelé avec la F1, donc ça fait la visibilité et pour justement s'adapter à, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, s'adapter à l'atmosphère. Plus tard, potentiellement, on va être amené à rouler dans ces conditions. Même si aujourd'hui, c'est pas... Cette année, ça a vraiment pris un sacré tournant vu qu'on est sur toutes les courses de la F1. Mais à Austin, on a signé des autographes. Et on le faisait un peu avant, même en F4 espagnol, t'avais des sessions. Mais là, tu vois les gens qui te courent après pour faire une photo et tout. Tu vois, c'est... Tu te dis ça... Je reçois des messages de fans, des cadeaux de fans et tout. On a fait une fan zone à Austin. J'avais le bras rempli de bracelets, les petits bracelets en perles avec marqué genre Lola ou des cadeaux de... C'est fou. De fans. Tu te dis, ils ont préparé ça, une pancarte avec une photo de moi et tout autour. C'était décoré avec les drapeaux. Ça veut dire que ça marche du coup. Et tu reçois des messages, mais clairement, tu reçois des messages de... Moi, j'ai des gens qui me soutiennent sur les réseaux sociaux, qui sont investis, mais super investis. Ils suivent tout ce que je fais. Ah, c'est trop bien. Et là, du coup, vu que vous suivez la F1, ça se passe comment au niveau paddock? Genre, vous avez un paddock à vous? On a un paddock à nous, on n'est pas dans le même... Mais depuis cette année, on a les 15 féminines, on a un badge F1 paddock. Ah ouais. Et en fait, ça, c'est bien. pour le relationnel, déjà, c'est top. Et puis, nous, on a regardé à Jeddah. J'ai été faire un tour, tu vois, pendant le Grand Prix. L'atmosphère, elle est dingue. Ouais, le soir, à Jeddah, on a été un barbecue géant dans tout le paddock de la F1. Genre, tout le milieu de là où il y a le paddock. Donc, déjà, le paddock à Jeddah est magnifique. Les assiettes, viande, barbecue et tout. On a fait un barbecue géant à Jeddah dans le paddock de la F1. C'est fou. Ouais, j'avoue. J'aurais jamais... Enfin, tu me dis ça, il y a 4 ans, j'y crois pas. Ouais. Mais ça permet de vivre des expériences encore plus dingues. Et puis non, c'était vraiment... Parce que pour le coup, les passe paddock, je suis pas sûr que les pilotes de F2, F3, ils les aient. Hein. Non, pour moi, ils les ont pas. Vous les avez, c'est ça. Donc, c'est ça. Après, dans l'équipe de la F2, je pense qu'ils en ont, mais c'est pas pour les pilotes. Je pense voilà, pas. c'est ça. Bien sûr, ils doivent en avoir quelques-uns, mais t'as un paddock de F2, comme vous en avez un aussi, j'imagine. Mais c'est vrai que le passe paddock F1, il est. Nous, dis-toi, à Jeddah, on était plus proche du paddock de la F1 que la F2. La F2, ils sont complètement mis de côté. Nous, vraiment, cette année, ils ont fait les choses. On a notre fan zone. C'est-à-dire qu'en face de notre paddock à Jeddah, tu avais la fan zone avec des poufs par terre et tout, stand pizza, machin. Ouais, c'est fou. Et à Jeddah, je devais le faire, la fan zone, mais ça s'est pas fait. Donc là, je vais le faire à Miami. Miami, ils m'ont dit, ça va être dingue. Tu m'étonnes. Une fan zone à Miami, là où il y a le Hard Rock Café. C'est là où il y a la fan zone. Je pense que ça va être là où on va se rendre compte de... Ouais, et puis là, c'est les US, donc ça va être sûrement... C'est toujours démesuré. Ouais. Ah, non, ça doit être ouf de vivre ça. Mais en fait, quand tu regardes, c'est vrai que là, il y a en vrai, F1 Academy, t'as F1 dans le nom de la série.
Donc à partir de là, tu À comprends. partir de là, tu vois, le logo qu'on porte oui. là sur la combinaison, c'est le logo de la F1. Bien sûr. Donc c'est... Mais c'est cool, tu vois. Et puis même, j'allais te demander, mais là, tu vois, j'ai l'impression quand même que sur la première course à Jeddah, il y a eu un gros spotlight sur la F1 Academy quand même. Quand même. Tu vois, il y avait Canal+, Lewis. tout ça, ils ont Ouais, fait un oui. truc... ils ont interviewé les filles Ouais. en off, etc. Et comment, maintenant qu'il y a les équipes de F1 qui ont rejoint, on va dire, le projet, mais je veux dire, c'est un truc de normal de croiser Lewis dans la pit lane de la F1 Academy, tu vois. C'est Ah un ouais, truc ça, de fou. mais c'est pour ça, ouais, même qu'ils soient allés au podium et Ils tout. sont venus nous voir. Déjà à Austin, on avait vu Lewis, George Russell et Norris, Ouais. qui étaient venus vraiment nous voir un bon quart d'heure pour discuter avec nous et tout. Et là, maintenant, carrément, on a accès à la grosse conférence de presse avant Grand Prix. Ça, c'est fou. Enfin, t'attends, t'es à côté d'eux et tout. Bon. Et puis, ils sont super. Enfin, tu vois, c'est facile de les croiser maintenant. Ouais. T'es là, on a accès à la pit lane. Le jeudi, quand on est arrivé, on a été voir, tu sais, ils s'entraînent pour les pit stops. Ouais. Et c'est eux, limite, qui viennent te dire bonjour. Tu vois, ils savent, ils sont au courant de un tel que et tu roules, en F1 Academy, roule pour Campos, Carline. Enfin, moi, je trouve ça génial de... Ah bah là, oui, c'est sûr, c'est vraiment... Et la plupart d'eux supportent le projet à fond. Ah ouais. Bah, tu sens, en fait, ce que je te disais, tu sens qu'il y a, il y a une volonté de la part de la marque Formula One de pousser ça, et pour le coup, c'est cool. Mais pour les femmes, voilà, c'est super bien d'avoir fait ça. En tout cas, nous, Enfin, ça a été un tremplin cette année. Ouais, en termes de visibilité, même de sensibilisation, j'imagine. Ça inspire beaucoup de femmes, je pense. Parce Après, que quand tu regardes depuis cette année, en tout cas, il y a énormément de jeunes filles qui envoient des messages ou qui nous font des commentaires ou quoi, qu'on ait leur inspiration. C'est touchant de dire que tu inspires des jeunes filles qui ont 14-15 ans. Moi, je me rappelle quand j'avais 14-15 ans. C'est sûr que s'il y avait eu la F1 Academy quand j'avais cet âge-là, ça aurait été... Là, tu as une vraie inspiration et quelque chose de concret. Ouais, ça rejoint un peu ce que je te demandais tout à l'heure par rapport à toi quand tu étais plus jeune et tout. Et du coup, c'est quoi le après la F1 de la F1 Academy? Logiquement, moi, on va dire, j'ai la réalité que j'ai. Il faut savoir que voilà, le step pour l'Africa, déjà, c'est un budget de fou. C'est vraiment des budgets qui, même si tu fais vraiment un vrai travail pour trouver des partenaires, sponsors, si tu veux y aller, il faut y aller dans un top team. Donc forcément, les budgets sont encore plus hauts. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, moi, je suis toujours restée ouverte à d'autres catégories, à la GT, au proto, à l'endurance. C'est un truc qui m'attire vachement. Et donc, cette année, c'est pour ça que j'ai eu une opportunité en Lamborghini Super Trofeo. C'est pour ça que je l'ai tout de suite saisie parce que ça va être une année... je pars de zéro. C'est comme si là, je remontais dans une F4 pour la première fois, qu'on revient 4 ans en arrière. C'est vraiment pareil. Donc là, le week-end dernier, c'était le premier week-end de course à Imola. Donc j'ai appris à faire driver change. On a eu safety car. Il m'a dit mets la rain light, elle est où? Tu vois, non mais tu repars complètement de zéro. T'es sur une voiture qui fait le double du poids de la F4, qui a 6 fois plus de chevaux que la F4, 650 chevaux dans la Lambo. On est sur un plateau de 52 voitures au départ. 52 voitures. C'est pas 52 Formule 4, tu vois, c'est 52 Lambo. Lambo, c'est très long, très large. Et voilà, je me dis que cette année, je me donne à 100%. Ma priorité, ça reste la F1 Academy cette année. Je me donne à 100% cette année. Et le résultat m'ouvrira des portes ou non pour la suite en monoplace. Et sinon, l'objectif, c'est de partir en GT. J'intègre le Young Driver Programme de Lambeau aussi. Donc ça donne une belle opportunité. À la fin de l'année, il y a un test en GT3 pour devenir pilote pro. Ce serait vraiment pas mal dès la première année.
Pareil, là, on repart un peu sur une sélection, même style que la Girls on Track. Toute la saison, ils t'observent ton comportement, ce que tu manges, Ah ouais, comment ok. tu es avec les médias, comment tu communiques. On a des rapports après chaque week-end à faire. Là, j'ai fait mon premier rapport il y a 2 jours. C'est balèze, hein. 6 pages, tu détailles Ok. tour par tour. Enfin, tour par tour, oui et non, mais Ouais. le comportement de la voiture, euh, les problèmes que tu as eu dans le week-end, les points positifs, et tout ça, à la fin, je crois qu'ils en prennent, je sais plus combien vont à la sélection de la GT3. Ouais. Et idem en fonction de le comportement sur place, la progression, parce que tu sais, des fois, ils peuvent sélectionner pas forcément le plus vite, parce qu'il suffit que le plus vite, ils soient arrogants, qu'ils savent pas, enfin, qu'ils soient pas à l'aise avec les médias, etc. Ouais, c'est un ensemble, quoi. Bah, c'est vraiment un ensemble, c'est un comportement à adapter, c'est un mindset à avoir. Tu rentres sur le circuit, bam, professionnel, c'est comme si toi, demain, tu arrives, tu vas à ton boulot, Ouais. tu as ton patron qui t'observe matin, midi, soir. C'est Ouais. pareil. La façon de s'habiller, la façon de se comporter, surtout quand tu es une fille, parce que là, encore une fois, 52 voitures, je suis la seule femme. Ah ouais, ok. Enfin, il y a une autre femme aussi, mais qui n'est pas du tout dans la même catégorie que moi. Et t'arrives, bam, tu sais que voilà, les regards ils vont être encore plus braqués sur toi. Donc la façon de s'habiller, de se comporter, de s'exprimer, euh, comment tu t'impliques avec ton équipe, comment tu t'impliques dans les rapports après les courses, parce que tu les envoies aux personnes qui travaillent chez Lamborghini, tu vois, ils reçoivent, c'est les mêmes personnes qui reçoivent les rapports de pilotes pro. Donc quelque part, ça prend du temps à faire, mais ça fait partie du boulot qu'on a à faire nous. Et pareil, dans le comportement sur le circuit, tu vois, pas être trop agressive, mais pas être trop se laisser faire non plus. Ouais. Et la marge de progression, ils savent que je viens de la monoplace. Celui qui gère ça bosse en F1 Academy, Ok. le Young Driver. Donc il sait d'où je viens, il sait ce que j'ai l'habitude de faire. Et il sait qu'à Imola, il y a 2 semaines au Prélog, c'était la première fois de ma vie que je montais dans une GT. Donc ils sont aussi indulgents là-dessus, à se dire, ben, là on a fini, on a fait un top, on a fini 17, C'est bien, hein 18 sur 52 Ouais, bagnoles. c'est bien. Donc pour un premier week-end, je pense que voilà, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai quand même une petite préférence pour la monoplace. Mm. C'est 2 choses complètement différentes. Mais voilà, c'est... C'est quoi la différence, du coup? Enfin, si tu peux nous expliquer. Dans le Entre, pilotage, par exemple, entre dans le le... pilotage, Ouais. tu dois vraiment prendre en compte que tu as une voiture qui fait... ouais, c'est ça, une tonne 2 ou une tonne 3, je sais plus. Bon, ça varie des voitures, sur les voitures dans Ouais. tous les cas, donc un peu plus d'une tonne 2. Donc déjà, dans la monoplace, quand tu fais une chicane, bon, le poids que t'emmènes, il n'est pas énorme. Surtout avec la puissance que tu as. On a 170 chevaux en F1 Academy. Ouais. C'est donc la voiture, elle pèse 600 kilos. Là, elle pèse une tonne 2, tu as 650 chevaux. Ouais, c'est pas le même. Donc c'est Pas le même pareil, rapport, hein. déjà quand tu mets le pied dedans, tu peux te faire peur. Ouais. Quand tu emmènes quelqu'un qui n'est pas dans le sport auto ou qui n'est jamais monté dans une voiture de course, tu lui fais peur. Donc tu as ça, c'est une voiture qui n'a pas d'aéro, Ouais. quasiment pas, contrairement à... Bon, il y a des GT qui ont beaucoup d'aéro, mais la Super Trofeo n'a quasiment pas d'aéro. Comparé à la F1 Academy, alors, elle est déjà pas riche en aéro, donc là t'imagines. Donc c'est vraiment rentrer très fort dans le virage, la stopper pour la faire pivoter, et après les gaz très francs. Tandis que la F1 Academy, tu rentres avec beaucoup de vitesse que tu essayes de garder. Tu vas pas chercher à casser cette vitesse, tu cherches à emmener, à te servir de la force aéro. Et sur les gaz, tu es beaucoup moins agressif que dans la GT. Et puis c'est pareil, tu vois, dans la monoplace, je prends l'exemple à Imola, je peux pas forcément découper les vibreurs comme on le fait dans la GT. Ouais. Ça, c'est un truc, au début, ça me faisait tout drôle. J'avais l'impression que j'allais tout casser. En fait, pas du tout. C'est une voiture qui se conduit en étant très agressif. Ok. Et donc, là, ton objectif, ce que tu aimerais vraiment, si tu avais limite ton rêve après, à partir de maintenant, là, ce serait quoi pour la suite?
Tout dépend. T'es jeune, Moi, c'est une année, ça va être une année une des plus décisives pour moi dans le sport auto. Parce que si la F1 Academy, ça se goupille bien, il peut y avoir des super belles opportunités en monoplace. Par contre, parce que malheureusement, tu vois, si tu fais pas l'année dernière, celles qui ont réussi à vraiment monter un cran au-dessus, c'est le top 2. Ouais. Tu vois, la championne, la vice-championne, et voilà. Donc, si jamais ça rentre pas dans le top 3 ou top 5, tu as vraiment peu de chances de continuer. Enfin, pour ma part, j'ai vraiment peu de chances de continuer en monoplace. Mais par contre, si jamais c'est le cas, c'est de continuer à monter le plus haut possible en monoplace. Et si ça le fait pas, malheureusement, ce sera la GT. Je veux garder un pied dans le sport auto et un pied vraiment faire carrière dans le sport auto, finir pilote pro en GT. C'est aussi c'est une super belle carrière. Bien aussi. Sûr, hein. Moi, je serais très heureuse dans les deux cas. C'est ce que je veux faire. Donc, maintenant qu'en plus que j'ai goûté à la GT, je peux dire si ça me plaît ou non. Donc l'objectif, ce serait finir pilote pro, que ce soit en GT ou en monoplace. Ok. C'est ouf parce que t'as que 18 ans, quoi. En vrai, mais j'ai 18 ans, mais tu vois, j'ai l'impression d'être en fin de carrière. Ah ouais, non, mais... parce que cette année, c'est tellement décisif. On sait que c'est la dernière année de la F1 Academy, que j'ai l'impression qu'après, ça va être... C'est pour ça que les objectifs de cette année, je me les suis fixés super haut. Et honnêtement, je travaille 2 fois plus que l'année dernière. Je passe 5 fois plus de temps au simulateur. Le temps avec mon ingé, que ce soit là où ils sont basés en Angleterre ou sur les circuits, c'est du temps que je prends comme du temps précieux, que je l'use. Hein. Ouais, bien sûr. Je lui pose 20 000 questions à la journée, les petits détails que, par exemple, l'année dernière, par manque d'expérience et sûrement de maturité, je l'ai négligé un peu, malheureusement, les derniers petits détails. Ouais, tu fais le truc différemment, quoi. J'ai compris que les derniers petits détails, c'est ça qui vont te faire toucher. Tu vois, à Jeddah, on fait 7 en Q1 et 4 en Q2. Toute la course, ça se bat pour le top 3-4, tu vois. Et là, le rythme, il est là. Mais je sais, parce que Jeddah, je l'ai préparé. Et la Miami, j'ai encore préparé plus que Jeddah, tu vois. C'est... les on-board, j'ai fait 7 jours de simu sur Miami. Tu vois, c'est 7 jours de simu où tu pousses les limites. Je te jure, quand tu te mets sur le simu, que tu te dis je ressors pas de la salle du simu tant que j'ai pas fait ce temps, tu peux passer la journée. Hein. C'est où le simu que tu es où ? C'est à Farnham en Angleterre. Donc c'est à 2 heures de Londres. C'est quoi ta semaine type ? Là, je rentre hier soir de l'Angleterre. Donc, non, mais en général, je pars le lundi. Sauf quand j'ai une course le week-end, je pars le mardi. Je prends le tunnel sous la Manche avec ma voiture. Ok. Donc, ça, c'est la première fois que j'y suis allée. C'était rouler à gauche, prendre le tunnel et tout. J'étais un peu en stress. Ouais, tu m'étonnes. Mais non, en fait, je vais là-bas. Le premier soir, j'arrive. Quand je suis là-bas, je reste à l'hôtel avec ma coéquipière Jessica. Ouais. Et la journée, c'est que du simu. Avant, quand j'étais chez Campos, il y avait aussi sport, entraînement physique. Mais maintenant, je le fais seule ici à Rouen, où j'habite. Et puis là-bas, non, tu vois, le simu maintenant, c'est data sur le simu, c'est on-board du simu, tu analyses les on-board du simu. Tu arrives le matin à 9h, tu repars à 18-19h. Tu vois, c'est des grosses journées. Le soir, tu es rincé. Ouais. Et après la semaine, quand je rentre, si je rentre le jeudi, j'ai le temps le vendredi pour aller à la salle. Et là, je te dis, ce mois-là, il était tellement intense, le mois d'avril, que j'ai même pas eu un jour où je me suis dit, c'est bon, aujourd'hui, je peux aller à la salle 2 heures. Parce que je rentrais chez moi, genre à 23h, je reprenais un avion à 10h le lendemain. T'as pas le temps là, d'aller à la salle. Dans les hôtels, il n'y a pas tout le temps de salle de sport. Et puis, quand t'enchaînes, je t'avoue, quand je suis rentrée d'Imola, j'avais 2 jours. La première journée, je fais mon rapport. Le lendemain, je suis partie à 14h en Angleterre pour le simu. J'ai enchaîné de fou ce mois-ci. Et c'est ça aussi qui me plaît, c'est que je vois pas mes semaines passer depuis qu'il y a la F1 Academy, la Lambeau. J'ai du travail partout. Tu vois, même quand tu rentres de course, le rapport, moi, j'ai kiffé le faire. C'était trop bien de... Tu vois, tu
tu te mets... c'est que de la discipline. Ça veut dire que le soir, au lieu d'être sur ton téléphone et de faire ce que j'avais l'habitude de faire quand c'était pas aussi sérieux, que ça n'avait pas pris un tournant aussi important, maintenant, non. C'est 2 heures sur ton rapport. Demain, tu mets un réveil et tu te mets sur ton rapport. Et après, je pars en Angleterre. C'est intense, cette histoire. Ouais, mais moi, je préfère ça. C'est bien, ouais. Parce que, tu vois, pour être honnête, la période la pire de l'année, c'est la période de l'hiver, le break de l'hiver. Tu t'ennuies? À mourir. Puis en plus, je sens que mes parents, moi, ça les énerve que je fasse rien. Ah ouais. Pourtant, ça va, t'es busy quand même le reste du temps. Pendant la saison, oui. Limite, ils me plaignent des fois. Oh, t'es pas fatiguée. Ouais. Mais l'hiver, tu sais, quand tu as une semaine, dis-toi, t'as un rendez-vous dans la semaine à tout casser. Tu fais quoi le reste du temps? Tu vas à la salle 1h30 dans la journée. Après, tu fais quoi? C'est dur. T'as tes sponsors, mais les sponsors, t'as pas 15 rendez-vous par jour. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Moi, je sais pas, c'est rare que j'ai rien à faire. Tu vois. Bon, Mais non, mais du coup, ça me ferait trop kiffer d'avoir un moment, tu vois. Je sais pas. Ben oui, non, mais un moment, je suis d'accord avec toi. Tu vois, là, 3 semaines, j'enchaîne. On part dans 2 jours à Miami. Bon, je t'avoue, 4-5 jours, ça ferait plaisir. Ouais, mais dis-toi, ça carrément, fait... Imagine, t'es en plein milieu de la pause hivernale, ça fait 2 mois que t'as rien à faire. J'avoue. Ouais. Tu t'ennuies, tu tournes en rond et tout, puis ça te manque. Hein. Moi, cet hiver, on a fini sur une note à Austin et tout. Ah ouais. Là, Gros tu down. te dis, putain, il y a 4 mois avant qu'on remonte dans la voiture. Hein. C'est dur. Hein. Non, vraiment, mentalement, c'est pas facile. Ouais, non, c'est vrai, c'est sûr, si tu vas rien. Si quand tu vas t'as pas été très actif pendant toute la saison, t'arrives, t'as une petite déprime, tu sais. Et tu peux pas aller rouler je sais pas, dans Bois d'Orient ou un truc comme ça? Mais en attendant. Le budget encore. Ouais, le budget, j'avoue. Le mec, il a plus de notion de trucs. Il m'a dit tu peux pas. Il m'a dit, ouais, budget. Ouais, budget. J'avais peut-être oublié ça. Ouais, c'est. Qui se croit dans les Sims, quoi. Avec le cheat code. Ça n'existe pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rigolé un coup, là. Ouais. C'est vrai que c'était sérieux, là. Je t'ai demandé ton avis tout à l'heure sur le fait que les avis divergeaient par rapport à la F1 Academy, donc du fait que le sport auto soit mixte à la base. Oui. Mais du coup, je te pose la question, pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de femmes en Formule 1 aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas de femmes en Formule 1 aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore assez de formats comme la F1 Academy, malheureusement. Il n'y a que 15 féminines qui ont pris part de ce championnat. Et celles qui vont vraiment avoir des portes qui vont s'ouvrir, ce ne sera pas les 15, malheureusement. Et c'est un processus qui prend du temps parce qu'il y en a très peu qui ont aujourd'hui l'expérience et tout ce qui va avec, hein, le physique, le mental, pour aller en F1. Quand on regarde la moyenne d'âge en F1 Academy, c'est 20 ans. Ouais. 20 ans, y en a très peu aujourd'hui des femmes qui ont 20 ans qui sont prêtes à aller en F1. Même si je pense que c'est possible, il y en a beaucoup qui disent que voilà, il y a la barrière du physique, etc. Mais je pense que une F1 Academy limite pour la F3, la F2. Mais la seule question que je me pose, c'est même si on fait ça, est-ce qu'à la fin, si on fait la F1 qui reste mixte, est-ce qu'il y aura une différence ou pas de niveau quand tu arrives en F1 ? Et parce que le but, si demain on met une femme en F1, c'est pas juste de dire on a une femme en F1, c'est super, quoi. Mais ce serait une femme qui se bat, je sais pas moi, pour un top 10 au début et que demain elle mette la pilule aux 20 mecs en F1, ce serait fou. Parce que oui, ce serait un bel accomplissement d'avoir une femme en F1 dans les prochaines années. Mais une femme avec du potentiel qui peut aller se battre pour devant. Ça, je pense que ce serait vraiment... C'est le but de la F1 Academy, mais il faut le faire jusqu'au bout et il faut aller plus loin. Parce qu'après, je me demande, par exemple, Martha qui gagne l'année dernière, elle a fait le step en Freca et en Formule E, j'ai vu il y a quelques jours. Mais est-ce que dans 1 ou 2 ans, elle va le faire le step de la F3 FIA et de la F2 ? Et après, j'en parle même pas quand il va falloir faire le réel step pour la F1. Est-ce qu'il y a des écuries qui sont prêtes à accueillir des femmes ou non ? J'en suis persuadée qu'il y a des équipes qui sont totalement fermées à l'idée d'accueillir une femme. Ah, tu penses ? Oui. Je pense que demain, il faut choisir entre 2 pilotes qui ont le même potentiel, mais une femme ou un homme. Même si sur un test, la fille, elle a plus vite ? Oui.
Le problème, c'est que dans le sport auto, en tant que femme, il faut qu'on fasse nos preuves. Un homme qui va arriver, qui va être vite, bon, il est vite. Une femme qui va arriver, qui est vite, est-ce qu'elle va être vite toute la saison? Est-ce qu'elle va être vite sous la pluie? Est-ce que son comportement, ceci? Est-ce qu'elle n'est pas là pour autre chose que le sport auto? Ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai toujours senti, quand j'arrivais dans une nouvelle équipe, nouveau championnat ou nouvel environnement, tout simplement, faire ses preuves. Ouais. C'est pour ça que les premiers instants dans la voiture, les premiers jours dans une nouvelle équipe, tu as énormément de travail à faire pour que les gens te prennent au sérieux. Les gens avec qui tu travailles, hein. Maintenant, je sais que mon ingénieur, les personnes, les mécanos, etc., je sais qu'ils me prennent au sérieux parce qu'ils ont vu que, aussi mu, quand je venais, c'était pour du sérieux, que j'avais toujours que j'allais toujours chercher le petit détail, tu sais, ce petit détail qui est important. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ils travaillent à fond autant que moi. Mais je pense que le premier jour, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils font maintenant. Enfin, c'est bête, mais tu as tout le temps cette impression-là, de devoir faire ses preuves. Mais tu penses que c'est quelque chose qui peut être vu dans un moment où, avec le travail qui est fait actuellement, ça pourrait arriver si, voilà, dans la... Moi, je pense que oui, maintenant que les teams de F1 ont rejoint. Ce qui est super bien. Il n'y a pas que les teams de F1 qui se sont raccrochés au projet. Il y a 5 marques internationales qui se sont raccrochées au projet. Donc Charlotte Tilbury, qui est mon sponsor, Tommy Hilfiger, Puma, un que j'ai failli dire mais que c'est pas encore sorti. Il en manque un qui n'est pas encore annoncé, celui de ma coéquipière. Et Red Bull, mais Red Bull, la marque. Ouais, ok. Voilà. Donc, il y a les marques aussi qui sont rentrées 5 marques qui sont rentrées dans le projet aussi. Donc, la marque Red Bull seule, à part du sport auto. Charlotte Tilbury, qui est mon sponsor. Puma et Tommy Hilfiger. Donc, c'est des marques aujourd'hui. Je me raccroche un petit peu à ça, à cette chance. Au début, j'avoue que j'étais un petit peu déçue de ne pas faire partie d'une équipe de F1. Ouais. Mais les équipes de F1, ça va être que pour une année, les contrats. Tandis que si on arrive à séduire la marque par le on et off track, comment tu te comportes. Là, ce week-end, elle vient, Charlotte Tilbury, à Miami. Donc, c'est le moment, tu vois, de montrer aussi ma personnalité en dehors du circuit. La façon aussi dont le week-end va se dérouler, bien sûr, mais il y a beaucoup plus de chances de garder ce sponsor et de dire, bon, on a fait une bonne année, on a fini top 5, j'aimerais aller en FRECA, est-ce que vous pouvez vous permettre de me soutenir ou non? Et est-ce que ça vous tente de faire partie du... Ça, c'est quelque chose qui est faisable aussi et qui laisse le petit espoir de se dire il y a peut-être un avenir encore dans la monoplace. On te le souhaite. Hein. J'espère. Dernière question, du coup. Quel conseil tu donnes aux filles qui ont envie de faire la course et qui n'osent pas se lancer ou qui ont envie qui se voient faire ça et qui peut-être ont besoin d'un conseil? Je pense que maintenant, vu qu'il y a énormément de choses mises en place pour les femmes dans le sport auto, maintenant la F1 Academy a ouvert le Discover Your Drive aussi. Je vais dire en anglais. Il y a la F1 Academy qui a aussi créé Discover Your Drive pour le karting. Donc, ils font des mini-sélections avec des jeunes filles toutes petites. C'est très, très beau à voir, de voir qu'il y a des choses comme ça qui se créent dès un si jeune âge. Enfin, pour moi, elles ont 7-8 ans, comme l'âge que j'avais quand j'ai commencé. Et elles sont tout de suite entre de bonnes mains. Je pense qu'elles vont venir voir un peu certaines courses aussi, ou du moins celles qui sont sélectionnées. Donc, pour voir comment ça se passe, en tant qu'exemple, c'est génial. Mais ce que je dirais à une jeune fille, c'est de donner les moyens un maximum, de ne pas avoir peur parce que c'est un monde d'hommes et parce que, pour moi, homme ou femme, on a les mêmes chances. Aujourd'hui, je me retrouve avec certaines opportunités qui sont meilleures que pour certains autres pilotes masculins. Et c'est une force d'être une femme dans le sport auto, c'est une fierté. Et je pense que faut suivre ses rêves, s'accrocher. Il y aura des moments pas faciles, hein, il faut, comme dans tout.
Mais voilà, surtout si vous avez la chance d'avoir le support de ses parents, de sa famille, ça rajoute, ça s'appelle mettre toutes les chances de son côté. Amen. Merci Lola, c'était cool, j'ai kiffé échanger avec toi. On te souhaite le meilleur pour la suite de la saison et pour la suite après aussi. Merci, oui, c'était super sympa. Cool. On s'abonne les gars. Pouce bleu. Radio check. Those guys.